La COP 29 se tient jusqu'au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Que peuvent en attendre les entreprises? On en débat avec Caroline Néron. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice générale d'Impact France. Olivier Muller, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur du département développement durable et changement climatique chez PwC France et Maghreb. La COP, c'est un rendez-vous annuel de gouvernance internationale autour des enjeux climatiques. D'ailleurs, il y en a pas beaucoup, donc on peut déjà se réjouir de ça, que ça existe, qui s'adresse d'abord aux États. Mais pourquoi il est aussi important ce rendez-vous pour les entreprises, Caroline Néron? Déjà, ce qu'on peut observer, et puis quand on discute un peu avec les vieux de la vieille, on va dire les historiques qui sont engagés sur ces enjeux de transition écologique, c'est que c'est vraiment nouveau. Il y a des années, certains m'en parlaient il n'y a pas longtemps, en 99, il n'y avait pas une entreprise. Ouais. Aujourd'hui, on a des entreprises très différentes, sur des secteurs très différents, et d'ailleurs de tailles différentes, qui viennent avec des grandes délégations. Elles y viennent parce que c'est un moment finalement de convergence et d'alignement des objectifs pour essayer de voir comment, au niveau international, donc sortir aussi de sa bulle, comment ces questions sont appréhendées et quels vont être les nouveaux consensus sur lesquels elles peuvent s'aligner. L'enjeu des entreprises, c'est pouvoir se projeter avec avoir une vision la plus juste et avec des perspectives les plus stables possibles. Ouais. Alors, elle se déroule en Azerbaïdjan, qui n'est pas la plus grande démocratie du monde et qui est un pays largement producteur et exportateur d'énergie fossile. Est-ce que ça faisait de bonnes raisons pour la boycotter? Il y a pas mal de chefs d'État ou de gouvernement qui n'y sont pas allés. Certains boycottent ou certains envoient leur ministre. Il fallait boycotter. Moi, je pense qu'il fallait y aller. Finalement, la COP... à quoi ça sert? Une COP, à quoi ça sert? Aujourd'hui, les engagements des COP, par exemple, ne sont pas contraignants. Donc, on peut se poser la question. Et en même temps, on peut se dire que quand on a signé les accords de Paris, la perspective de réchauffement, c'était 4,5 degrés. Aujourd'hui, c'est 3,2. Si tous les États mettent en place ce qui a été décidé dans les COP, on arrivera à 1,8. Donc, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même des endroits où se fait un consensus, une prise de conscience planétaire qui est vraiment essentielle. Après, la question, c'est celle du retrait et du risque du retrait, plutôt. Trump est déjà parti. Les États-Unis sont revenus, donc ils vont sûrement repartir. Ouais, il l'a déjà annoncé. Ça peut prendre un peu de temps, mais bon, en tout cas, il va le faire. Et le risque, c'est plutôt que d'autres pays se désengagent. Et la question qui se pose, c'est celle aussi du leadership possible, assumé, et qui va jusqu'au bout, des leaders européens, qui sont, il faut le dire, pour de multiples et différentes raisons cette année, peu nombreux. Oui, c'est ça. Cette COP qui est donc organisée pour la 3e année consécutive dans un pays producteur exportateur d'énergie fossile, puisqu'il y avait eu l'Égypte et les Émirats arabes unis avant l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous y voyez un paradoxe, Olivier Muller? Alors effectivement, et même la prochaine, c'est au Brésil, qui est également un gros pays producteur de pétrole. En fait, on est tous partis du problème, on est tous partis de la solution. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc même en Azerbaïdjan, on peut essayer de discuter de ces sujets parce que c'est là où il y a le gros potentiel d'amélioration. Vous parliez des entreprises présentes, c'est vrai que les entreprises ou les lobbies des énergies fossiles sont très présents au COP. Et certains le critiquent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence avec vous, Olivier Muller, et je vous poserai la même question, Caroline. Alors, je pense que voilà, on est tous en fait autour de la table parce qu'on est tous consommateurs d'énergie à différents titres. Alors, les producteurs d'énergie, les producteurs de pétrole ont tous aussi des moyens d'amélioration de leur chiffre d'affaires, de décarboner finalement leur chiffre d'affaires. Et je pense il faut les mettre autour de la table. On ne peut pas faire sans eux quand on discute de ce genre de sujet. Ouais, c'est du pragmatisme. Votre avis? C'est vrai que le président d'Exxon, qui vient de demander à corps et à cri à Trump de rester dans les COP, ça peut faire un petit peu sourire. Oui. Et en même temps, y a un enjeu global de rééquilibrer ces enjeux de lobbying. C'est-à-dire qu'en fait, on puisse avoir tout le monde autour de la table, mais tout le monde à égalité. Et donc, c'est ça, le travail qu'on fait en musclant aussi la parole d'entreprises qui sont hyper preneuses, qui soutiennent la transition, qui le font très concrètement et qui ont des choses à dire sur la capacité d'aligner les enjeux économiques et les enjeux écologiques. Et c'est ce que porte évidemment le mouvement Impact France. Je reviens au constat, Olivier Muller, PwC vient de dresser une sorte d'état des lieux de l'économie mondiale sur ces enjeux environnementaux. Le dépassement du seuil de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle
il est déjà acté. À quoi on doit se préparer? Est-ce qu'il faut se préparer à une économie à plus 3? Vous évoquiez ces chiffres-là, à plus 3, plus 4 degrés. Alors effectivement, oui, sans doute, parce que le constat qu'on fait année après année, c'est que, et c'est en soi une bonne nouvelle, l'économie se décarbone. C'est-à-dire qu'on émet de moins en moins de CO2 pour 1 milliard de dollars de PIB produit. Néanmoins, cette vitesse de décarbonation n'est pas assez rapide. En fait, il faudrait aller beaucoup plus vite pour rester sur une trajectoire 1,5 degré. Et dans notre étude, effectivement, on s'aperçoit que là, c'est vraiment compliqué, voire impossible. Mais par contre, on a toujours cet objectif de 2 degrés qui semble encore atteignable. Pardon, je vous interromps, mais pour atteindre, pour rester sur cet objectif, celui des accords de Paris de plus 1,5 degré, il faudrait décarboner, enfin c'est... 20 fois plus vite que ce qu'on fait actuellement, 20 fois plus vite. Okay, donc 20 fois plus vite, hein, pas 20%, 20 fois plus vite, donc c'est inatteignable. C'est inatteignable, et chaque année, voilà, il faudrait le maintenir ce rythme-là jusqu'en 2050 au moins. Donc en fait, c'est très compliqué, mais ce qu'il faut quand même dire en contrepoint, c'est que chaque tonne économisée, c'est toujours ça de prix. Donc on est sur un chemin et il faut continuer. Plus 4 degrés, c'est bien pire que plus 3, et plus 2, c'est bien mieux que, bien sûr. que plus 3. Et où se situe la France voilà, c'est aussi, on se compare aussi en termes de baisse des émissions carbone, on se situe où? Alors la France est le bon élève parmi tous les États qu'on suit effectivement d'année en année, puisqu'on a l'intensité carbone la meilleure en fait dans ce groupe-là. Et c'est aussi le cas de nos partenaires européens. En fait, l'Europe se distingue, est plutôt le bon élève de toutes ces économies-là, et on est encore en phase d'amélioration. C'est-à-dire qu'on a encore, même si on est les meilleurs, on a encore des gisements de réduction. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a encore réduit notre impact l'année dernière par millions de dollars de PIB. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Je reste avec vous, Olivier Muller, de cette COP. Un objectif quand même... Je le disais, il y a peu d'organes comme ça de coopération internationale qui sont comparables à ces COP. Il y a des échos plutôt pessimistes là, sur la capacité à parvenir à un accord. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a l'enjeu des pertes et dommages, la solidarité nord-sud. Et puis il y a qu'est-ce qu'on se donne comme objectif? Est-ce qu'on peut encore être ambitieux d'après vous? C'est-à-dire se dire on va arriver à un plus 2 ou à un plus 2,5? En fait, cette COP-là est une COP intermédiaire. C'est surtout la COP prochaine qui sera là pour rehausser l'ambition. D'accord. Cette COP-là, elle a comme objectif de faire le point et d'améliorer le financement. Et je crois que c'est vraiment ça, la solidarité internationale, pour essayer de trouver comment les pays développés peuvent inspirer et soutenir dans leur effort les pays en développement. Ouais. Caroline Néron, le fait d'avoir un objectif fixé par un groupe de pays le plus large possible, qu'est-ce que ça offre aux entreprises? Pourquoi c'est important aussi pour les entreprises? C'est majeur. C'est majeur parce que ça permet de se positionner. Ça permet de savoir qu'est-ce qui est attendu de moi. Et d'ailleurs d'avoir des objectifs internationaux, des objectifs européens, des objectifs français, voire des objectifs locaux aujourd'hui. Chaque niveau est important pour savoir comment les entreprises, elles s'intègrent finalement dans cette dynamique globale qui est un triangle, hein, le citoyen, l'entreprise et les États. Ça permet aussi de positionner comment... on va pouvoir faire du win-win, du gagnant-gagnant entre les acteurs publics et les acteurs privés. C'était très bien dit. À partir du moment où notre objectif supposerait qu'on fasse x20. Pourquoi c'est un objectif? C'est aussi que le coût de l'inaction est majeur. Majeur pour les États, majeur pour les entreprises et sûrement majeur pour les citoyens également. Socialement, ça sera des drames. Donc, la capacité de pouvoir avoir un alignement sur des objectifs et une perspective commune sur les investissements qu'on doit y faire des deux côtés, public-privé, et donc d'avoir un partenariat, de nouveaux contrats public-privé sur ces objectifs, ça permet aux entreprises de se projeter dans l'avenir, d'évaluer la juste mesure de leurs engagements et de leurs efforts, et de savoir que potentiellement elles pourront en tirer aussi un équilibre économique associé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la compétitivité des entreprises, c'est très important. Certaines voient leur compétitivité potentiellement grévée par leurs engagements. Et du coup, la question de est-ce qu'on veut garder l'Europe champion de l'écologie, mais peut-être gréver son économie, c'est exactement une question qui se pose en ce moment, hein, qui est débattue. Le président tchèque à la COP dit il faut revoir nos objectifs à la baisse. Le président bulgare dit moi je pensais que c'était pas possible, mais finalement économie et écologie ça marche ensemble. Donc, voilà, on est en plein débat en ce moment sur cette question. Avoir des objectifs permet de montrer
que finalement l'investissement des uns peut être soutenu par l'investissement des autres. Ouais. Et donc très concrètement, par exemple, soutenir massivement l'innovation écologique, ce qui est massivement soutenu par les États. Aujourd'hui, c'est 9 milliards d'investissements, par exemple, en France, permet de se dire, je vais avoir un alignement économique sur ces investissements d'avenir, parce que je vais être mieux soutenu par les acteurs publics pour le faire. Ouais. Mais alors justement, Olivier Muller, le fait que l'Europe soit, on peut sans doute le dire, le continent le plus exigeant ou le mieux disant, on va peut-être parler de la directive extra-financière, la CSRD par exemple, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Comment c'est perçu? Est-ce que c'est un boulet? Est-ce que c'est un atout? Ça a été longtemps vendu comme un atout, et puis là on commence à entendre cette petite musique, effectivement, du « attention, on va trop loin », c'est un boulet. Votre avis là-dessus? En fait, on aura de plus en plus besoin d'énergie. Ça, c'est un fait qu'on constate aussi chaque année. Donc, on aura besoin d'énergie. La question, c'est comment en consommer le moins possible. En soi, l'Europe est plutôt bien placée de ce point de vue-là. Je pense que dans une époque où l'énergie va coûter de plus en plus cher, c'est plutôt un atout d'être efficace en énergie. Alors, effectivement, dans d'autres pays, pour l'instant, l'énergie peut être considérée comme moins chère. Mais le fait d'être efficace ne sera qu'un atout dans le futur. Ouais. Sur la CSRD, Caroline Néron, c'est vrai ce que vous veniez d'expliquer, c'est-à-dire la COP, elle est importante, c'est important d'avoir un objectif pour qu'on puisse s'aligner public-privé et peut-être aussi se comparer. La CSRD, ce bilan extra-financier qui s'applique déjà aux très grandes entreprises et puis qui va s'appliquer petit à petit jusqu'aux PME cotées et même par capillarité à toutes les entreprises, ça vous semble un levier important ou alors il est trop compliqué? C'est un peu les deux. Ouais. C'est un levier important d'avoir des référentiels qui permettent d'aligner justement toutes les entreprises et de pouvoir montrer leurs engagements pour qu'elles puissent le valoriser, qu'on puisse le comparer. C'est très important. Déjà, ça permet d'éviter le greenwashing. Ça permet d'aligner des politiques publiques, donc étatiques. Ça permet aussi d'aligner les engagements des financeurs. Donc, d'avoir une base commune, c'était la base. Et par ailleurs, encore une fois, ceux qui reviennent de la COP, mais plutôt biodiversité, qui était en Colombie, nous disent que ça tire tout le monde vers le haut. Parce que les multinationales, elles sont présentes en Europe, donc elles sont obligées de s'y soumettre. Et finalement, ça tire les réglementations beaucoup plus globalement que ce qu'on pense. Après, la question de comment on le fait, comment c'est efficace, parce que comment c'est pas un rapport qui fait 40 000 pages, mais comment on peut faire plus simple, plus concret, encore plus facilement comparable, ça on a des idées et on aurait pu y arriver. On peut améliorer ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.